Oui, bonjour à tous, enchanté. Donc Victor Delaboulet, Cogedim. Petite précision, on est trois dans le groupement. Donc il y a Cogedim, certes, Histoire et Patrimoine, donc spécialisé dans les questions de rénovation, et aussi Caisse des dépôts Habitat, qui était le troisième membre de notre équipe. Peut-être en introduction, parce que l'aménageur a assez bien présenté les enjeux qu'il y avait sur ce site. Pour nous, ça a été une équation très complexe à résoudre, parce que vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux et tous assez fins. Et en même temps, ça a été un des sujets certainement les plus passionnants sur lesquels on a pu travailler ces dernières années. En termes de consultation, on ne pouvait pas faire plus intéressant. Ce qui était compliqué notamment, c'était à la fois les enjeux programmatiques, ce Synaspic, cet équipement culturel, mais aussi la centrale de mobilité, en plus déjà d'une qualité de logement à trouver des commerces de la RIVP à positionner, et également des enjeux techniques qui étaient des vrais enjeux, à la fois sur une réhabilitation de bâtiments anciens, mais où on doit appliquer un haut niveau de performance environnementale qui est à la demande de l'aménageur. Donc on est tout à fait dans les problématiques actuelles. Et aussi la construction neuve sur le lot d'enfer avec des constructions en bois et des constructions bas carbone. Donc voilà, on avait un peu toute la complexité qu'on peut avoir aujourd'hui dans la promotion immobilière rassemblée sur deux îlots. Donc c'est pour ça que c'était très intéressant. Donc pour répondre à cet appel d'offres, on a passé beaucoup de temps à choisir nos architectes. Pour le lot d'enfer, on a travaillé avec Tam et Videgaard, qui sont des architectes suédois, et Calque, qui sont des architectes parisiens. Alors malheureusement, ils peuvent pas être là ce soir. Mais les autres architectes, ceux qui ont travaillé plutôt sur Robin Oratoire, donc 51 4E sont là, ainsi que Atelier Monchecourt qui est pas là. Alors 51 4E, c'est des Belges qui se présenteront plus tard et qui sont très bons pour travailler justement sur de l'existant. Et Atelier Monchecourt, c'est des architectes du patrimoine. Donc ça nous semblait intéressant d'avoir cette expertise-là dans le groupement. Ensuite, l'autre grand enjeu, c'était la question du Synaspic culturel. Donc pour ça, on a fait appel à Thanks for Nothing, qui était sur les sujets de culture, mais aussi de solidarité, ce qui nous semblait être parfaitement compatible avec l'esprit des grands voisins, et ce qui a préexisté en fait à notre intervention, et qui eux-mêmes sont allés constituer un groupement avec différents acteurs culturels comme l'Institut français, la Fondation Culture et Diversité, Maüs Solidarité, Make Sense ou le Refugee Food Festival. Ensuite, autre aspect programmatique qui était très important, c'était la centrale de mobilité, où là on s'est associé à Sogaris, qui nous semblait intéressant et apporter une approche nouvelle parce qu'ils allient à la fois les questions de logistique et de mobilité des personnes. Donc ça nous semblait approprié pour ce site. Et voilà. Et donc voilà pour l'équipe qu'on a montée. Alors je passe, il y a beaucoup de bureaux d'études techniques et beaucoup d'autres techniciens qui ont travaillé sur le groupement. On était, je pense, une bonne quarantaine à travailler à l'appel d'offres. Et je vais laisser maintenant Thanks for Nothing, je crois, présenter le projet culturel. On va passer donc merci Victor. On va passer la parole à Marine et Blanche de Thanks for Nothing, donc sur la partie plutôt culturelle du projet. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous, je suis Marine von Schoenbeck, je suis la présidente et cofondatrice de Thanks for Nothing avec Blanche. Pour un souci d'organisation, je vais faire la présentation moi, mais Blanche et moi sommes évidemment à la disposition de chacun pour échanger par la suite. Voilà, donc je voudrais vous présenter alors en quelques mots déjà peut-être ce qu'est Thanks for Nothing pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais avec qui on sera ravis évidemment d'échanger sur les projets passés et évidemment la collective à venir. Alors, Thanks for Nothing, c'est une plateforme qui s'est mise en place il y a maintenant 3 ans. Nous sommes un groupe et un
de femmes et on vient du monde de l'art. On a chacune exercé des fonctions dans des musées, dans des fondations, dans des galeries, etc. Et nous étions engagés depuis des années aussi sur le volet associatif. Et donc, il y a maintenant 3 ans, on a décidé de fédérer ces deux mondes, le monde de l'art et le monde de la solidarité, grâce à Thanks for Nothing, qui, depuis, porte des projets très ambitieux avec aussi bien la voix des artistes que la voix des associations. Donc pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a mis en place, on a notamment organisé un très grand projet en 2017 qui s'appelait We Dream au Palais de Tokyo avec 26 artistes contemporains et on a soutenu des associations qui s'occupent de l'accueil des réfugiés grâce à des partenariats avec la Maison de vente Christie's par exemple qui a permis de réunir 2 millions d'euros qui sont allés directement à ces associations. Depuis, on a aussi fait 2 nuits blanches avec la ville de Paris, donc une en 2018 sur le pont Alexandre III avec par exemple la grande danseuse étoile Marie-Claude Pietragala qui était venue danser, 5 associations dont la Fondation Abbé Pierre ou encore Bibliothèques sans frontières qui ont été mises en valeur et une collecte géante d'objets culturels avec notamment la plus grande collecte de livres pour Bibliothèques sans frontières, qui était une collecte participative, c'est-à-dire que le public était invité à donner, et 35 000 livres ont été offerts à cette association. En 2019, un grand projet aussi sur l'art et l'environnement à la Cité des Sciences. Et enfin, depuis 3 ans maintenant, nous sommes en partenariat aussi avec le Musée du Louvre pour porter justement un colloque international sur la question de l'art et de l'engagement. Je vais m'arrêter là sur la présentation de Thanks for Nothing, mais en tout cas, ça vous donne un peu une idée de la façon dont on travaille maintenant depuis 2017 et ce qui nous permet en fait de comprendre comment est-ce qu'on a pensé ce projet. Et je dirais que le premier mot qu'on a envie de mentionner, c'est le titre en fait qu'on a donné à ce projet qui s'appelle La Collective. Alors ce titre, on l'a choisi parce que il est véritablement à l'image des projets qu'on porte et à l'image de ce qu'on veut défendre sur le site donc d'Enfer et de la façade d'Enfer. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire, comme on le disait dans la continuité des grands voisins, cet esprit des grands voisins avec l'art, la solidarité, la participation, un public accueilli toute l'année. Et donc, on a voulu consolider ce travail avec évidemment un socle existant, mais sur lequel on vient ajouter une forme d'innovation. Et donc, cette innovation, ça passe par finalement la création d'un grand centre d'art et de solidarité, c'est comme ça qu'on l'a nommé, une innovation, je dirais, dans la continuité, qui réunit les acteurs. Et donc, vous voyez effectivement les espaces. On a fait le choix, et je vais à chaque fois détailler les partenaires avec qui nous sommes associés. On a fait le choix de s'investir sur l'intégralité des espaces pour véritablement créer un dialogue entre tous ces lieux et pour que chacun vienne se nourrir et que le visiteur qui vienne puisse aller à la rencontre de chacun des partenaires que nous avons invités. Alors, on peut passer carrément à la slide suivante. Voilà, alors on commence notre visite par l'Agora, qui se trouve dans le nouveau bâtiment construit par l'agence Tam et Vidgar, dont on parlait tout à l'heure. Donc l'Agora, c'est vraiment un lieu d'exposition et de débat. C'est un lieu où on va pouvoir découvrir donc 2 expositions par an avec des artistes internationaux. Donc l'idée, c'est d'inviter évidemment des très grands noms de l'art contemporain, mais aussi des plus jeunes artistes qui seront valorisés à cet endroit. Et donc cela aussi pourra servir de tremplin. C'est aussi un lieu où on va retrouver les artistes qui seront en résidence dans la résidence qui va se déployer dans les bâtiments suivants. Voilà, donc la Villa d'Enfer, qui est véritablement une résidence d'artistes. On compte plus de 20 ateliers logements. L'idée, c'est véritablement de devenir j'allais dire une pouponnière, mais oui, parce qu'en fait, la pouponnière, c'est aussi un espace qu'on va investir, une pouponnière pour des artistes en devenir, donc de les accueillir et qu'ils soient à la fois logés et qu'ils aient des espaces de travail. Donc ces espaces de travail, ils les auront au sein de leur atelier, mais ils auront aussi des espaces de travail partagés au sous-sol des bâtiments où ils pourront se rencontrer et donc créer véritablement un travail commun. L'idée de cette résidence d'artistes, c'est évidemment d'aborder les questions de l'engagement social et de l'environnement. Donc il y aura un comité d'experts qui sera là pour sélectionner les artistes sur ces questions-là, les questions de l'environnement et finalement de penser aussi le monde de demain. Je sais que c'est une expression très, très en vogue en ce moment, mais c'est finalement une idée évidemment qu'on défend depuis de nombreuses années et qui prend aujourd'hui tout son sens.
On peut passer à la slide suivante et revenir à celle d'avant. Voilà. Alors, on a également invité des grands acteurs de la solidarité. Alors, on ne présente pas évidemment Emmaüs Solidarité. J'imagine que vous connaissez tous bien cet acteur. Pour nous, il nous a semblé très important de donner un espace véritablement aux populations éloignées de la culture, aux populations en situation d'urgence. Donc, avec Emmaüs Solidarité, on a travaillé à véritablement créer un dialogue entre le premier espace de l'Agora dont je vous ai parlé, donc ce lieu d'exposition vraiment qui rythme le projet culturel, et le centre d'hébergement d'urgence d'Emmaüs Solidarité qui se trouvera juste au-dessus, véritablement en dialogue. Alors on sait que cet élément a pu questionner, interroger, peut-être inquiéter certains d'entre vous. Nous, on est là vraiment pour vous rassurer sur ce point. Emmaüs Solidarité est un acteur évidemment imminent et de grande confiance. Et nous, l'idée, c'est de vraiment être au cœur de la solidarité. La solidarité, c'est pas seulement un mot, c'est pas seulement des principes, c'est aussi créer physiquement du lien. Et en tout cas, on a voulu être ambitieux sur ce point pour faire dialoguer l'excellence de l'art avec la solidarité et la présence nécessaire de ces personnes qui peuvent ensuite bénéficier aussi de workshops avec les artistes qui seront présents dans l'Agora et la collective en général. On peut passer à la suite. Alors, pour reprendre les espaces de restauration que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent bien, ont déjà fréquenté, évidemment, il est essentiel de continuer cet espace de vie, que vraiment la façade d'Enfer et la collective soient un espace de vie, de rencontre, de détente. Évidemment, on a choisi de confier donc aussi bien le café attenant à l'espace d'exposition que le restaurant qui se trouve aujourd'hui à l'espace dans la cour, soit repris par un acteur de la solidarité également, le Refugee Food Festival. Alors le Refugee Food Festival, c'est un très beau projet monté depuis 5 ans maintenant, qui permet aux chefs réfugiés de retrouver leur passion en France et d'être intégrés dans des restaurants. Voilà pourquoi est-ce qu'on les a choisis eux, parce qu'on voulait être cohérent jusqu'au bout. Comme je vous le disais, au-delà des principes, il y a des actes, et on a véritablement voulu ne pas confier le restaurant à un acteur de la restauration classique, qui aurait pu être formidable aussi, hein, mais vraiment pouvoir confier à un acteur de la restauration, mais qui soit aussi solidaire, et avec eux, c'est cela qu'on va pouvoir développer. Évidemment, toujours dans la continuité de ce qui se fait aujourd'hui dans les grands voisins, c'est-à-dire des menus très abordables, ouverts à tous, où tout le monde pourra venir prendre un café et un déjeuner à un prix vraiment raisonnable. On peut passer à la suite. Enfin, on est très sensible à cet aspect défendu. Donc, Make Sense est un incubateur social qui soutient et accompagne dans leur développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors pourquoi ça nous a interpellés? Parce que en travaillant au quotidien maintenant depuis 3 ans avec des associations, des entreprises sociales, etc., on sait combien ces structures parfois sont fragiles et ont besoin d'un accompagnement. Et Make Sense est vraiment le leader aujourd'hui en France de ce travail sur ce qu'on appelle l'ESS, et donc on leur a proposé de développer un nouvel incubateur en plus des lieux qu'ils ont déjà dans Paris et en région, et vraiment de créer du coup une ruche aussi économique, un poumon économique au sein de la façade d'Enfer et de la collective pour accueillir des entreprises de demain, mais qui placent dès aujourd'hui au cœur de leur préoccupation la question de l'engagement social et de l'environnement. Donc ce seront aussi des entreprises qui sont là, donc ce qui amènera en fait un public aussi de personnes qui travaillent, qui construisent des entreprises au cœur donc du 14e arrondissement et sur le site de d'Enfer. Enfin, oui, revenez juste avant sur la Pouponnière. Enfin, donc la Pouponnière, un lieu que vous connaissez peut-être déjà, qui va être donc réhabilité, qui servira en fait de lieu dédié aux événements, donc aux événements de programmation, avec des programmations de films, de conférences, de rencontres avec des artistes, des workshops également. Voilà, au-dessus de la cour cachée dont 51-4 va parler tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment un espace, je dirais, polyvalent pour nous, où on va pouvoir penser une programmation très vivante, encore une fois, évidemment accessible à tous. Et l'idée, c'est aussi de développer, avec la Fondation Culture et Diversité, un programme d'ateliers pédagogiques
destinés notamment aux groupes scolaires avoisinants, comme on l'a déjà abordé, notamment avec la maire du 14e arrondissement. L'idée, c'est bien sûr d'intégrer tous les équipements éducatifs pour qu'il y ait des ateliers pédagogiques qui font dialoguer encore une fois la création au plus haut niveau avec la solidarité. Et enfin, puisqu'on savait, et que c'est aussi des remarques que vous nous avez formulées, qu'on faisait un choix ambitieux de s'implanter donc, dans l'ensemble des bâtiments que vous voyez en ce moment et d'être répartis sur différents niveaux avec une programmation qui se développe sur l'ensemble de ce site, on s'est dit qu'il fallait aussi lier tout ça. Et donc, le moyen que nous proposons pour lier cet ensemble, c'est de créer donc un parcours d'œuvre, d'un parcours d'œuvre extérieur et intérieur qui fera une promenade à travers l'art et à la rencontre des différents acteurs de la collective. Et donc le public sera invité, là encore, à découvrir 2 programmes par an. Donc ces 2 parcours d'œuvres viendront accompagner la programmation des 2 expositions dont je vous ai parlé en introduction et ils dessineront comme ça un parcours à la rencontre des artistes et des associations et des partenaires que nous avons invités. Enfin, donc pour résumer et pour vous rappeler les objectifs que nous nous sommes fixés, donc on veut vraiment faire de la collective une nouvelle adresse, un nouveau point fort de la culture et de la solidarité dans Paris. C'est un lieu qui va être gratuit, accessible à tous. Nous visons environ 150 000 € minimum par an, ce qui nous semble un objectif tout à fait atteignable au regard des autres structures culturelles et de l'ensemble des communautés qu'on va fédérer avec tous les acteurs que je vous ai parlé, parce que c'est ça aussi la force de ce projet, c'est de fédérer les communautés et avec toujours, bien sûr, un rayonnement à l'échelle de la ville de Paris, de la France, mais aussi un rayonnement international grâce aux partenariats que nous mettrons en place avec des musées internationaux, des galeries internationales, des artistes internationaux et aussi des universités pour avoir aussi un centre de recherche avec des penseurs qui dans nos lieux. Très bien, merci beaucoup Marine pour la présentation. Donc ça c'était l'aspect culturel. On enchaîne sur la partie architecture et centrale de mobilité et après, promis, on vous laisse la parole. Donc je vais tout de suite passer la parole à Benoît Lannon de l'atelier 51N4E, donc sur la partie architecture. Benoît, c'est à vous. Voilà, bonsoir à tous, Benoît Lannon, donc je représente l'agence d'architecture 51N4E ce soir. Nous avons travaillé en duo avec l'atelier Monchecourt sur la partie Robin Oratoire. Voilà, donc pour l'anecdote, notre acronyme qui est un petit peu difficile à porter vient des coordonnées géographiques de la ville de Bruxelles, où nous sommes basés. Voilà, donc nous sommes une agence d'architecture belge. Comme l'a dit Victor en introduction, nous avons pas mal travaillé sur plusieurs projets de transformation architecturale, voilà, de tout type de bâtiments. Mais ce qui nous intéresse surtout en tant qu'agence d'architecture, c'est le rapport à l'espace public et qu'est-ce qu'un bâtiment peut apporter pour son environnement direct et pas pour l'architecture objet qu'il peut devenir. Donc dans ce sens, en fait, le projet Robin Oratoire a été pour nous un laboratoire d'expérience vraiment très riche. Voilà, et c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Donc Marine vient de vous présenter le projet programmatique. Je vais à présent vous présenter comment nous l'avons traduit spécialement. Donc notre volonté de projet principal a été d'utiliser les qualités patrimoniales du site comme un élément à part entière du projet culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet des grands voisins nous permet d'expérimenter, de partir à la découverte du site, tant dans le rez-de-chaussée que dans les différents niveaux. Et c'est cette qualité que l'on a souhaité conserver et renforcer en diffusant le projet culturel dans les 3 bâtiments, donc d'Enfer, Robin et Oratoire. Donc dans l'approche urbaine, nous avons considéré la façade d'Enfer comme une interface entre l'avenue d'Enfer-Rochereau, qui représente la véritable porte d'entrée de l'ensemble du site Saint-Vincent-de-Paul, et la façade qui s'ouvre sur l'intérieur pour que le projet s'adresse aussi à l'intérieur du quartier. Voilà, suivante. Cette interface, elle invite à expérimenter, à parcourir le site en lui conférant une atmosphère accueillante et une réelle dimension publique.
Suivante. Pour affirmer cette porosité urbaine, nous avons développé un système de 5 lieux de transition aux univers distincts par leurs identités préexistantes, mais aussi complémentaires dans les usages qu'ils proposent. Slide suivante. Donc ce chapelet, on a appelé ça un chapelet d'univers complémentaires, qui est composé aujourd'hui déjà de 2 cours existantes, donc en rouge la cour Robin, en vert la cour oratoire, auquel on ajoute l'accès principal à l'intérieur de l'îlot, qui est en jaune, que l'on a renommé le passage Jalaguier, puis de part et d'autre de la façade d'enfer, l'agora sur la gauche en bleu, et à droite la cour cachée. Voilà, slide suivante. Slide suivante. Donc l'agora devient le lieu représentatif de l'art d'air, propice à la rencontre et à l'échange, comme vous l'a expliqué Marine. Ensuite, le passage Jalaguier, slide suivante. Passage Jalaguier représente l'accès principal à l'intérieur du Saint-Paul, où les 2 nouvelles façades, à la fois sur le bâtiment Robin et sur le bâtiment d'Enfer, se font écho. Ce sont des portiques qui sont très ouverts et qui animent le passage et créent un espace. Ensuite, la cour Robin est animée sur son périmètre par les commerces et la résidence d'artistes. Elle devient la place du village du futur quartier. Ensuite, slide suivante. La cour oratoire, elle, se transforme en espace densément végétalisé, avec un patrimoine végétal qui va être à la fois planté en terre et à la fois en pot. Donc c'est une expérience unique dans le quartier, dont tout le monde pourra profiter depuis la terrasse du restaurant, mais aussi en parcourant la cour en journée. Slide suivante. Et enfin, le 5e lieu, c'est la cour cachée. Donc c'est l'arrière-cour au nord du bâtiment oratoire que l'on a renommé cour cachée, qui est un couvert mais qui n'est pas tempéré, qui offre une plus grande flexibilité d'usage et qui va servir de foyer à la pouponnière. Donc la pouponnière qui se situe dans l'aile de la chapelle, qui deviendra un des espaces culturels de la façade d'Enfer. Slide suivante. Donc ensuite, l'enjeu a été de travailler aussi en parallèle sur la question de la cohabitation entre le projet public et les logements dans les étages supérieurs. Donc au rez-de-chaussée, nous avons cherché à conserver au maximum les usages déjà là, comme restaurant au rez-de-chaussée de l'oratoire, que l'on renforce et qui est aujourd'hui le lieu de rencontre de tous les usagers du site. Le rez-de-chaussée, c'est un lieu d'interaction entre les logements et la ville. C'est les points d'accès aux logements qui sont aménagés comme des lieux de vie collectifs. Slide suivante. Par exemple, pour gérer ces liens, nous avons mis en place un système de hall augmenté. C'est un nouveau type d'espace pour stationner les vélos et aussi pour organiser l'adressage des logements, qui reste flexible pour pouvoir se transformer en lieu d'événements temporaires pour les habitants, par exemple pour des associations de quartier ou pour une privatisation temporaire le temps d'une soirée, par exemple. Slide suivante. Nous avons aussi installé la présence de l'incubateur jusque sous les combles, ce qui donne une réelle dimension publique sur tous les niveaux du bâtiment. Slide suivante. Donc les bâtiments Robin oratoires, ce sont un héritage patrimonial, mais aussi spatial exceptionnel. Dans notre travail, on a essayé de simplement retrouver la clarté dans les circulations qui avaient pu être perdues et de vraiment s'inscrire dans le prolongement de l'histoire de ces bâtiments. Donc, ceci a été réalisé par des interventions minimes pour l'existant. Par exemple, ici, vous voyez sur la partie droite, donc on obtient un effet de double perspective en rouvrant simplement
en créant une nouvelle percée qui donne sur la galerie de l'oratoire, qui va permettre de créer un axe transversal liant les cinq cours et passages que je vous ai décrits. Suivante. Ensuite, les circulations verticales et les paliers au niveau supérieur étaient souvent éclairés naturellement, et c'est une qualité qu'on a maintenue et renforcée. Slide suivante. Ces espaces de circulation, ils étaient auparavant destinés à un usage collectif, puisque les bâtiments et oratoires ont été d'abord un noviciat, puis un hospice, un hôpital, et donc deviennent des espaces très généreux à l'échelle du logement privé. Donc on utilise alors des paliers en espace partagé entre voisins qu'ils peuvent s'approprier en y installant du végétal ou en les utilisant comme des extensions des logements. Slide suivante. Ces paliers, pour nous, c'est aussi l'occasion d'organiser une vie sociale à l'échelle du palier, avec ici, par exemple, les logements à loyer intermédiaire en rouge et les logements libres en bleu. Slide suivante. Donc les logements, ils reçoivent toutes les qualités de l'héritage patrimonial de Robin et Oratoire, comme des larges fenêtres ou des grandes hauteurs sous plafond. Et cela offre des possibilités de typologie très qualitatives. Par exemple, il y a un appartement dédié au loyer intermédiaire, dont les pièces de vie en enfilade créent la qualité du traversant. Ou alors, slide suivante. Voilà, je disais donc que cette typologie sous les combles, elle montre que les petits logements peuvent être valorisés par de grandes hauteurs sous combles pour révéler la charpente existante, et que le rapport aux fenêtres devient également un sujet dans la réhabilitation de ce patrimoine, où l'épaisseur des murs donne une opportunité pour créer des espaces supplémentaires à investir. Voilà, et enfin, donc slide suivante, on a développé un point sur ce qu'on a appelé le processus, qui pour nous est une manière de proposer, de mettre en place une trajectoire de projet qui permettra de maintenir la dynamique des grands voisins, tout en introduisant le projet de la collective. Donc c'est une succession, donc c'est des éléments qui sont aujourd'hui encore à l'étude, qui ne sont pas précisés, mais qui vont l'être dans les prochains mois. Entre des discussions entre l'aménageur, entre les promoteurs, entre l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour mettre en place plusieurs stratégies, comme par exemple des visites guidées pendant le temps du chantier, ou alors la création du futur mobilier urbain sur le site, comme par exemple des workshops qui permettraient de construire des pots. Donc si vous passez à la slide suivante, encore la slide suivante. Voilà, on pourrait par exemple utiliser la cour cachée comme un espace pour réaliser ces workshops et construire des pots issus de la matière de la déconstruction du site pour ensuite diffuser ces pots sur l'ensemble de la façade d'Enfer, Robin et Oratoire. Voilà, slide suivante. Encore suivante. Voilà, et quelques mots sur le nouveau projet d'Enfer, donc qui a été réalisé par les architectes Tam et Videgarde suédois et assisté par Calc, architecte parisien. Donc nous n'avons pas travaillé sur ce projet. 51 n'a pas travaillé. Je suis leur porte-parole ce soir pour vous expliquer en quelques phrases ce projet. Donc c'est un bâtiment qui a été fait de contraintes du gabarit ici du plan local d'urbanisme, des contraintes PLU qui étaient très fortes, avec une densité imposée, donc que les architectes ont tourné en opportunité en créant un geste architectural très fort qui est celui d'un bâtiment pyramidal. Donc cette forme, elle a plusieurs avantages. Déjà, elle est très compacte. Elle répond à la densité imposée.
tout en proposant des activités spatiales qui sont de larges terrasses qui sont investies par les différents programmes, mais aussi une image de bâtiment iconique, puisque il était demandé au début pour le cinéaste d'avoir un bâtiment iconique, de créer un symbole de porte d'entrée sur l'ensemble du site. Et avec cette proposition formelle, les architectes ont pondu. Voilà, donc je disais, par cette forme pyramidale assez iconique, les architectes ont répondu à besoin de créer un symbole de porte d'entrée sur le quartier, tout en s'inscrivant dans la logique du projet, qui était de diffuser le Cinéaspic sur l'ensemble de la façade d'Enfer. Donc là, pour eux, le principal enjeu a été de conserver une image iconique tout en intégrant un bâtiment avec une mixité programmatique. Il y a du logement à l'intérieur de ce bâtiment, et donc leur question a été de savoir comment conserver cette image iconique tout en intégrant du logement dans les niveaux supérieurs. Donc sa mise en œuvre, c'est une façade en bois, puisqu'il y a aussi un fort aspect environnemental, comme l'a dit Victor. La partie du premier étage, c'est une construction en bois, en structure bois, puis un revêtement en façade qui a fait de longues discussions, nous avons entendu. Cette façade, pour les architectes, c'est ce choix de la couleur est venu plutôt d'une recherche sur le procédé. Donc cette teinte noire, c'est un bois brûlé. Donc c'est une technique japonaise qui est mise en œuvre, qui permet d'avoir une meilleure longévité du bois, de ne pas avoir d'entretien de la façade, et donc d'être plus environnemental et pérenne à long terme. Et aussi cette couleur noire, elle est bien sûr assumée par les architectes pour répondre à cette volonté de bâtiment iconique le long de la façade d'Enfer. Voilà, et je m'arrêterai là. Encore 5 minutes d'attention et après on vous laisse la parole, promis. On passe à la partie centrale de mobilité avec Juliette Berton de Sogaris. Juliette, c'est à vous. Donc un des points aussi importants du projet et à notre sens une des ambitions fortes du projet d'aménagement de Saint-Vincent-de-Paul, c'est le concept de centrale de mobilité qui a été porté par Paris Métropole Aménagement, donc sur lequel on a choisi de se positionner. L'enjeu fort et ce qui fait aussi de cet objet quelque chose d'assez atypique dans les opérations d'aménagement en général, c'est vraiment de concevoir un outil qui réponde aux besoins d'un nouveau quartier qui lui-même s'inscrit dans un tissu existant déjà assez dense. On a pu le voir dans les différents éléments architecturaux et urbains qui ont été présentés. Avec un parti pris fort, c'est de ne pas créer de parking individuel pour les logements, sans pour autant dégrader ce que seront les pratiques de mobilité des futurs habitants ou alors y compris des riverains. Donc l'enjeu, c'est comment, au travers d'une approche qui est vraiment une approche de services et d'aménités pour le quartier, on associe proximité, mutualisation et services pour développer finalement un panel de services de mobilité qui répondront à ces pratiques très diverses, très hybrides, que ce soit les pratiques de mobilité des habitants, mais aussi des activités qui seront implantées sur site, puisque rappelons-le, il y a quand même à l'échelle du quartier une programmation importante, donc décrite par Paris et Métropole Aménagement, de socles actifs qui vont être portés par un opérateur. Donc l'enjeu, c'est comment finalement on associe mobilité des biens et mobilité des personnes. Et c'était là tout l'enjeu pour un acteur comme Sogaris, de développer ce type d'outils. Donc Sogaris, peut-être que certains nous connaissent de nom. On est un opérateur mixte public-privé qui est spécialisé en logistique. Mais depuis une période récente, on a choisi de s'emparer d'une approche globale
sur ces sujets de mobilité parce qu'on est convaincu qu'à l'échelle du quartier et à l'échelle des proximités, il faut vraiment associer ces approches. Et c'est comme ça qu'on crée vraiment de la qualité de vie et d'usage dans les quartiers. Et c'est surtout comme ça qu'on réconcilie nos pratiques individuelles et notre aspiration en même temps à évoluer dans un cadre de vie collectif. Donc le cœur de ce projet, c'est vraiment de constituer une offre en stationnement foisonné et un pôle de mobilité douce associé à ce qu'on appelle de la logistique de quartier qui se conçoit autour de la notion de micro-stockage. Donc comment on crée du petit stockage déporté pour les particuliers ou les professionnels. Voilà tout l'enjeu du projet. Si on passe peut-être à la diapo d'après pour rentrer dans le duo ou en tout cas dans le spatial. Voilà. Donc l'enjeu, le challenge aussi, il est pas moindre puisque il faut arriver à investir un sous-sol et à l'activer. On est dans le lot d'enfer, donc on est dans une centralité importante pour le quartier, on l'a vu, avec une composante forte aussi du projet de la collective en surface avec l'Agora. Donc l'enjeu, c'est comment finalement on crée un sous-sol qui ne sera pas demain un délaissé. C'est vrai que tout l'enjeu sur les pratiques de mobilité, nous on connaît bien ce sujet, c'est les parkings vacants à Paris. Nous, Sogaris, on est des experts de visite de parking délaissés, sous-utilisés, où on nous demande toujours qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les reconvertir. Et en général, il y a peu de marge d'évolution parce qu'ils n'ont pas été conçus pour d'autres usages que celui-ci. L'enjeu, là, c'est vraiment comment on conçoit un vrai sous-sol mutable, réversible, et qui s'adapte aussi à ce que j'évoquais, qui sont que nos pratiques de mobilité, elles sont extrêmement évolutives, elles changent très vite et de plus en plus vite. Alors ça, c'est vrai notamment pour la partie, on va dire, consommation. Je pense qu'on y est tous sensibles sous l'angle notamment du e-commerce. Qui connaît une croissance importante. On a tous des pratiques de e-commerce plus ou moins fortes, mais en tout cas qui nous portent. On sort d'une période de déconfinement où on a aussi vécu l'expérience de la démobilité, donc comment on peut consommer autrement et comment on peut quand même accéder à un certain nombre d'éléments fondamentaux. Et puis même dans nos pratiques de mobilité, on voit bien que les pratiques évoluent et que finalement l'enjeu, c'est plus forcément de posséder en propre un moyen de locomotion, mais de pouvoir accéder aux solutions dont on a besoin et à l'instant où on en a besoin. Donc cet enjeu, il se traduit finalement par trois échelles d'intervention, un double niveau de sous-sol, qu'on a conçu donc avec les architectes comme deux plateaux qui se veulent les plus libres possibles, avec dans le jargon la notion de trame de poteau qui doit être la plus large possible pour permettre justement d'avoir une souplesse d'usage sur les solutions de mobilité et puis à terme sur d'autres usages dans des perspectives d'évolution à très long terme, d'avoir aussi une hauteur qui est plus généreuse que sur des parkings classiques puisque c'est souvent ce qui fait que ces sous-sols parisiens sont très durs à faire muter en termes d'usage. Et puis pouvoir optimiser les rampes d'accès puisqu'on parle beaucoup de mobilité douce ici et c'est vrai que si on veut faire du vélo électrique, il faut être aussi raisonnable sur la manière d'entrer et sortir sur des sites en sous-sol. Donc l'idée, c'est comment on arrive à gérer sur ces deux niveaux, figurés donc là avec des couleurs en rose et une sorte de vert, la coexistence entre du stationnement de véhicules particuliers, de véhicules partagés, qu'on parle de mobilité 4 roues ou 2 roues, de services associés à ces solutions-là, avec un espace de logistique de proximité qui permettra de réceptionner des marchandises qui sont stockées pour des durées courtes ou longues et qui peuvent être associées à des services de livraison en mobilité douce dans le quartier ou vers les destinataires qu'on cible. On peut peut-être passer à la diapo. Pardon, et en rez-de-chaussée, j'oublie le plus important. Tout l'enjeu du rez-de-chaussée, c'est vraiment de créer des interfaces. Comment cette centrale de mobilité, c'est aussi un espace de service pour les habitants, pour les usagers, pour les riverains. Donc comment c'est un espace d'accueil où on peut venir chercher de l'information, où on peut venir chercher le vélo qu'on a loué, garer sa voiture, garer son scooter électrique. Donc c'est vraiment tous ces enjeux-là de service, pouvoir déposer, retirer un colis et être vraiment accompagné dans ces enjeux-là. Si on passe du coup à la diapo d'après. Alors, j'ai un petit différé. L'enjeu, vraiment, pour porter ce projet, c'est comment on se projette dans le court, le moyen et le long terme.
Donc la particularité de Sogaris, c'est qu'on est un investisseur, c'est-à-dire que nous, on porte des projets immobiliers sur des temps très longs. On est là pour longtemps, donc ça nous oblige aussi à faire les choses bien pour s'assurer qu'il y a toujours une vie et une activité sur nos sites. Et notre parti pris, ça a été de positionner donc une branche de notre activité qui s'appelle Sogaris Service, qui est justement spécialisée dans l'activité de stockage et surtout de micro-stockage, qui existe déjà sur notre plateforme de Rungis, qu'on développe aussi sur plusieurs sites parisiens. Tout l'enjeu pour Sogaris Service, c'est sur le micro-stockage, c'est d'être en capacité de stocker des très petites unités. On connaît tous une pièce en plus, par exemple. Une pièce en plus, c'est vrai qu'on loue un volume d'air, une surface. Là, l'idée, c'est de dire, quand on a besoin de stocker une boîte, on doit pouvoir économiquement la stocker avec des solutions qui ne sont pas exorbitantes. Et c'est vraiment l'enjeu de mutualisation qui crée aussi une économie. À partir de Sogaris Service, notre parti pris, ça va être de constituer un consortium de partenaires opérateurs qui viendront développer les solutions de mobilité qu'on a évoquées, que ce soit des solutions de livraison en mobilité douce ou des solutions de stationnement, des solutions de flotte partagée. Et puis, à partir de là, tout ce qui peut se greffer en termes de services. Notre conviction, c'est que quand on se projette sur un horizon à 3-4 ans, le paysage de la mobilité est très changeant. Et donc, il faut pouvoir créer des conditions qui vont permettre d'agréger des acteurs, des offres et des services tout au long de la vie du quartier, sans rien s'empêcher, et en même temps sans apporter des solutions qui ne sont pas adaptées à la demande des habitants et des riverains. Donc, c'est vraiment cette démarche-là de partenariale écosystémique qu'on a proposé de mettre en place. Si on passe sur la dernière diapo, on vous a mis un petit échantillonnage juste pour donner à comprendre de quoi on parle. Dans une centrale de mobilité, on parle aussi bien de solutions matérielles et physiques, par exemple pouvoir accéder à des triporteurs ou des vélos cargo ou des remorques, par exemple quand on doit aller chercher un meuble qu'on a acheté sur le Bon Coin, ou alors quand on doit rapporter des affaires chez sa grand-mère. C'est pouvoir accéder aussi à des solutions dématérialisées d'informations sur ces pratiques de mobilité. Il y a de plus en plus aujourd'hui d'acteurs qui se positionnent sur des solutions, donc ce qu'on appelle du MaaS, la Mobility as a Service, pour vraiment à nous accompagner les particuliers dans la compréhension de leur pratique de mobilité. Qu'est-ce qui fait que dans nos trajets quotidiens, on a des difficultés, des points de conflit ou d'inconfort, et quelles solutions finalement on ne connaît pas forcément, qui nous permettraient de basculer sur d'autres moyens, d'autres modèles plus satisfaisants et aussi économiquement plus intéressants. L'enjeu, c'est aussi donc de pouvoir s'appuyer sur des opérateurs qui proposent des services de livraison sur les derniers mètres. Donc, comment, quand on se fait livrer des colis, par exemple, on a cette solution de faire venir un triporteur jusqu'à chez soi, et comment un artisan qui a besoin de faire livrer un de ses clients n'a pas besoin d'utiliser une camionnette polluante, mais peut passer aussi par ce type de solution. Et puis, un élément aussi fort, pour le coup, à l'échelle du projet d'Enfer, c'est le fait que si les logements n'ont pas de parking individualisé, pour autant, il y a une forte générosité donnée aux locaux vélos. Et donc, un élément fort, c'est que l'acteur gestionnaire de locaux vélos, par exemple, comme Véloptimo, qui est positionné sur le projet du lot d'Enfer, c'est un acteur qui, lui, à partir de cette question de la location des locaux vélos dans les résidences, lui, il adresse des questions de services plus larges. Comment on peut aussi proposer aux habitants d'accéder à des flottes de vélos en leasing, à tout type de services aussi associés, de réparation ou autre. Donc, on voit bien comment l'enjeu, c'est de par aussi la proximité d'acteurs, de créer des solutions nouvelles, de créer des synergies. Et ça va vraiment être ça notre guideline pour la suite. Merci. Et ce sera tout pour moi. Merci beaucoup Juliette et merci à tous pour vos présentations. Des questions, des demandes de précision, de précision, oui. J'ai deux petites questions ou demandes de précision et puis une plus grosse, je pose les deux petites et puis on verra pour la grosse après. Ça marche. La petite, elle a déjà été un tout petit peu évoquée, la chapelle. Vous n'avez pas évoqué du tout ni sa réhabilitation, ni le fait qu'elle soit, je l'espère, mais c'est ça qu'il faudrait préciser, ouverte sur l'avenue d'Enfer Rochereau. La deuxième
est une question sur le Synaspic. La personne qui a fait la présentation a fait une erreur sympathique, si je puis dire, un lapsus sympathique en parlant de 150 000 euros. Il s'agissait de 150 000 visiteurs. Exact. Voilà, bien sûr. Ma question est savoir quel coût global imaginé pour le fonctionnement de ce Synaspic et qui est le financeur, parce que il est original, mais il est un peu compliqué avec cet éclatement à l'intérieur de tous les bâtiments, donc probablement un peu plus cher si on veut que ça se tienne bien, combien et qui. Voilà mes deux petites questions. Ok, vous m'entendez? Très bien, allez-y. Très bien. Oui, merci. C'est moi qui ai posé les questions là, sur la chapelle et sur les parkings, mais je voudrais en ajouter un point que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais pour lequel je n'ai pas eu de réponse satisfaisante. C'est par rapport aux passages sous immeubles qui continueront à desservir l'ensemble immobilier sous Robin et Oratoire. Ces passages sous immeubles risquent de poser problème en termes de fonctionnement de l'ensemble immobilier. Et c'est un problème que connaît très bien connaissent très bien les sociétés d'exploitation de logements sociaux, notamment Paris Habitat et RIVP. Je suis très surpris d'ailleurs qu'ils n'aient pas réagi à cela. C'est le fait de condamner l'accès à la résidence à 3 passages, dont 2 en passage sous immeuble, risque véritablement de poser problème. Donc la question c'est, est-ce qu'ils seront laissés en l'état, c'est-à-dire libres de circulation 24 heures sur 24, ou est-ce qu'il est prévu des dispositions particulières, fermeture temporaire la nuit, gardiennage ou gestion particulière de ces espaces? Voilà, merci. Oui, alors mon micro, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Alors pour la chapelle, en fait, ils en ont pas parlé parce que effectivement c'est hors périmètre de la façade d'enfer, du programme qu'on évoque aujourd'hui. Donc elle est gardée en fait le volume de la chapelle, donc l'espace chapelle qui est au rez-de-chaussée, est extrait du projet de la façade d'enfer et donc est conservé dans le futur. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé de ce sujet-là. D'accord, donc ça c'était sur la chapelle. Alors il y avait une question sur le Synaspic. Attendez. Je me permets, il y avait une question, Monsieur Schlumberger posait la question de l'accès à la chapelle. Alors effectivement, la chapelle, on la conserve, donc c'était des surfaces qui ne pouvaient pas être modifiées pour autre chose par l'équipe, mais elle pouvait réorganiser l'accès à la façade globalement sur le bâtiment. Donc, là, c'est à l'équipe de répondre sur comment on accède aujourd'hui à la chapelle, du coup. Enfin, comment on accédera plus tard, plutôt dans le projet à la chapelle. Voilà. Oui, donc on a pour l'instant plusieurs scénarios à l'étude sur comment organiser l'accès à la chapelle. Donc, soit par la cour oratoire telle que c'est le cas aujourd'hui, ou alors un scénario qui semble plus complexe de réouverture de la porte principale. Et pour l'instant, on ne peut pas donner de positionnement puisque ces sujets sont à l'étude et en discussion avec la maîtrise d'ouvrage. Ok. Donc sur la chapelle, je pense qu'on a répondu aux questions. On y reviendra après si je vois Monsieur Schlumberger faire comme ça. On y reviendra après si besoin. Sur le Synaspic, alors peut-être Marine sur la question. Donc il y avait une question sur le coût du fonctionnement et qui finance. Alors, si vous pouvez... Ouais, si je peux répondre là-dessus, parce qu'on a fait le montage main dans la main entre Cogedim et Thanks for Nothing. Sur le coût de l'équipement, en fait, il faut savoir qu'on a prévu de constituer une foncière solidaire qui va se porter acquéreur du Synaspic, et le Synaspic va fonctionner grâce au versement de loyers par les associations qui seront dans le Synaspic. Alors c'est des loyers qui sont faibles, beaucoup plus faibles que les loyers du marché libre, et on a imaginé une péréquation
entre certaines activités comme Make Sense qui fait plus de l'incubateur ou RFF qui fait plus de la restauration, qui peuvent payer des loyers qui restent faibles pour leur permettre de justement continuer à avoir un but social, mais qui sont plus élevés que les loyers que vont payer Thanks for Nothing. Donc ça, je dirais, c'est un peu le modèle économique qui a permis de proposer une solution qu'on n'invente pas, qui est la solution aujourd'hui qui est appliquée plateau urbain sur ce site, en faisant payer en fait ceux qui peuvent, qui du coup payent pour ceux qui peuvent pas, ou moins en tout cas payer. Et c'est comme ça que fonctionnent tous les tiers-lieux qui se sont développés ces 10 dernières années sur le territoire français. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le financement, et c'est pour ça que je me permets aussi d'intervenir là-dessus, Thanks for Nothing va avoir recours à du mécénat. Et ça, Marine en parlera beaucoup mieux que moi, ils ont un pool de mécènes assez important, mais dont Cogedim, voilà, donc qui est aussi un des mécènes sur ces questions de solidarité. Voilà. Marine, je te laisse peut-être parler de cette question du mécénat. Oui, bien sûr. Merci Victor, effectivement, pour ce tableau du fonctionnement du Cinesplic avec la foncière solidaire. Effectivement, sur la partie donc de financement de la collective, comme le disait Victor, il y a une répartition qui est assez importante sur la place du mécénat. Le mécénat culturel, comme vous le savez certainement, permet à beaucoup d'institutions de fonctionner, en plus de subventions publiques. Alors, la ville de Paris ne s'engage pas sur des subventions, mais il est possible de faire des demandes de subventions auprès d'autres collectivités, la région, le département, l'Europe, etc. Donc il y aura un complément aussi assuré par des acteurs publics. Et enfin, la collective générera, comme c'est le cas dans tous les centres d'art et dans tous les lieux de vie, elle-même des ressources. Et ces ressources sont constituées en plusieurs points. Premièrement, évidemment, des objets, des produits dérivés vendus dans des espaces à disposition, donc notamment à proximité de l'Agora et du café, donc des ressources liées à cela. Deuxièmement, une participation, puisque il faut bien distinguer, la question a été posée aussi précédemment sur la question de la gratuité. Donc les espaces d'exposition seront en effet gratuits. C'est un point qui nous semble très important de défendre pour permettre au plus grand nombre de visiter notre programmation, mais nous demanderons une adhésion solidaire, c'est-à-dire que le public sera invité selon des modèles que nous avons étudiés très attentivement, aussi bien à l'étranger qu'en France. C'est le cas par exemple aux Beaux-Arts de Paris, où il n'y a pas de ticket d'entrée, mais une adhésion solidaire proportionnelle à ce que chacun et chaque visiteur peut mettre. Et donc nous allons mettre évidemment cela en place. Il y aura également des ateliers pédagogiques qui là seront payants et permettront de financer les ressources nécessaires à cette programmation. Et enfin, un point qui est important et pas du tout négligeable, c'est la privatisation et la location de certains espaces pour des événements privés avec des partenaires privilégiés. Et donc ça, je dirais que ça fonctionne en tandem avec le mécénat, puisque parmi les mécènes qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, certains évidemment vont nous accompagner sur la collective grâce à un fonds de dotation que nous avons déjà constitué, et ces mécènes pourront également obtenir des espaces qu'ils pourront louer pour des conseils d'administration, des événements privés pour leurs équipes, et évidemment ce patrimoine foncier sera mis à contribution pour financer le projet. Voilà comment est-ce qu'on a structuré l'ensemble financier de ces espaces. Super, merci Victor et Marine pour la réponse à ces questions. Alors, il y avait ensuite des questions sur le parking sous le bâtiment d'Enfer, le nombre de places réservées au logement, est-ce que c'est attribué, qui sera le gestionnaire? Juliette, peut-être, sur cette question? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, sur le nombre de places de parking, je peux vous donner aujourd'hui un nombre minimum. Je ne peux pas vous donner le maximum puisque on est en plein travail sur les plans. Donc, et on l'a vu, il y a beaucoup de choses à faire entrer sur le site. Le cahier des charges qui avait été établi par l'aménageur sur la base d'un lourd travail de diagnostic, avec un conseil spécialisé, donc visait un minimum de 60 places de stationnement 4 roues et 30 places de stationnement 2 roues.
Donc ça, ce qu'on garantit d'intégrer dans le projet. Après, le nombre de places n'est pas forcément significatif puisque l'enjeu, c'est finalement la capacité d'usage que peut apporter une gestion en foisonnement. Et donc là, pour ce faire, nous, on s'est rapproché de plusieurs opérateurs gestionnaires de parking pour comprendre leur modèle justement de mutualisation et de stationnement et pour voir quel est l'effet en fait amplificateur qu'on peut avoir sur ce nombre de places. L'offre, elle se décompose entre, donc il n'y a pas de place privée. Par contre, il y a attribué à des logements fixes. Par contre, il y a une multitude de systèmes d'abonnement qui seront proposés, qui vont de l'abonnement 24 heures sur 24 jusqu'à l'occupation à l'heure. Et donc cette approche-là, elle permet notamment de pouvoir répondre à des besoins récurrents mais partiels sur la durée d'une semaine. Par exemple, des gens qui finalement n'ont leur véhicule que le week-end, la nuit et le week-end, d'autres qui viennent avec leur véhicule qu'en journée, s'ils travaillent sur site, des visiteurs aussi. Donc la démultiplication, elle nous permet de savoir que aujourd'hui, à l'instant T ou à l'heure H, on peut avoir, par exemple, quand j'évoquais 60 places de stationnement 4 roues, on atteint facilement des proportions plutôt à hauteur de c'est compliqué à expliquer, mais en gros, on peut avoir sur une journée donnée, avec ce système aussi de rotation horaire ou par cycle, donc on va dire sur 24 heures, on atteint facilement plus de 100 utilisateurs des 60 places existantes. Donc aujourd'hui, c'est tout ça qu'on travaille. On n'a pas, en toute transparence, il n'y a pas de quota aujourd'hui complètement stabilisé sur un nombre de places allouées à tel ou tel usage en abonnement 24 heures ou pas. Parce que comme je le disais, ces modèles ils se construisent. On est quand même sur des logements qui vont être livrés dans plusieurs années. Donc il faut être assez prudent, mais l'idée c'est justement de pouvoir trouver la solution la plus exhaustive possible. Ça marche. Alors, il y avait juste un petit complément de question, Monsieur Schlumberger, sur cette question-là. Allez-y. Exactement, précisément sur le parking. Juste pour abonder sur la réponse, vous nous direz quand même combien il y a par exemple de places réservées en permanence pour les handicapés. 600 habitants, 600 logements, donc 1200, 1300 habitants. Là, il faut un minimum de places pour plus que quelques heures. Mais surtout, le point de fond que je voudrais aborder sur le parking, c'est que ces 60 places auxquelles vous répondez, c'était le cahier des charges de la mairie, sur base d'une étude qui a été mandatée par l'aménageur, étude qui, je le rappelle, disait que dans le quartier, autour de Saint-Vincent-de-Paul, il manquait déjà 750 places. Et tout ça a été formalisé et décidé avant le Covid, ou la Covid, puisqu'il faut dire être là. Et la Covid a généré toute une série de choses, dont, je m'en félicite d'ailleurs, une décision pour une des candidatures pour la municipalité sortante, de diviser par 2 le nombre de places en surface dans Paris. Et donc, je pense qu'à la lueur de ce qui s'est passé, et c'est pas du tout aux personnes qui viennent de nous parler qu'il faut le reprocher, parce qu'elles sont dans le cahier des charges. Je comprends pas quand même, avec ce qui est généré par la Covid, on revoit pas très fortement à la hausse le nombre de places. Et deuxième point, donc ça c'est ma première question, et deuxième point, je ne comprends pas comment est-ce que l'entrée du parking a été positionnée là où elle est. Les illustrations qu'on nous a montrées tout à l'heure sont très sympathiques, mais elles sont trompeuses, pour pas dire autre chose. Il n'y avait pas une seule voiture. Or, des voitures, il y en a une centaine, venez-vous dire, Madame Berton, qui vont rentrer et sortir tous les jours dans le parking pour la mobilité. Et puis, il y a les voitures qui vont faire le tour, non pas pour se promener, mais pour aller déposer les enfants à l'école. Comment est-ce que cette entrée du parking se fait à l'intérieur du site et non pas directement depuis d'Enfer-Rochereau? Donc voilà, le nombre et l'accès. Merci. Nombre et accès. Alors on répond rapidement sur cette question et il y avait une question supplémentaire juste sur les mobilités de Muriel Thomas qui est au téléphone avec nous, qui n'a pas pu se connecter, qui demandait s'il y aurait des solutions de transport adaptées au PMR.
Voilà, donc si on peut faire les trois Merci, merci pour cette question parce que justement je voulais aborder ce point, j'avais peur de l'oublier. Sur la question du stationnement PMR, voilà, moi je pense qu'au-delà du nombre de places, enfin c'est une évidence, mais au-delà du nombre de places, ce sont les services pour les PMR. Moi notamment, ça fait plusieurs années, on est partenaire d'un incubateur spécialisé sur la mobilité. Ça fait plusieurs années qu'on suit une start-up qui justement est spécialisée dans le transport partagé pour le PMR. Donc c'est vraiment des solutions, parce qu'en fait il faut quand même avoir en tête que beaucoup de PMR n'ont pas de véhicule. Hein. Donc accéder à une flotte et accéder à des services, c'est un vrai enjeu. Et à mon avis, c'est là que se joue aussi vraiment la richesse de ce que la centrale de mobilité peut apporter. On va dire, et c'est pour ça que moi j'aime pas trop parler de parking parce que justement je pense que le projet c'est pas de faire un parking, c'est vraiment de faire un équipement de mobilité au sens large. Après sur les questions diverses qui ont été évoquées, alors sur les flux internes au quartier, le principe d'implantation de l'accès de la centrale de mobilité, c'est qu'on peut y entrer et sortir sans circuler dans le quartier. Par ailleurs, je pense vraiment que l'habitant qui veut déposer ses enfants à l'école en voiture est quand même vraiment courageux parce que c'est pas le trajet le plus simple pour le faire et pour le coup le parti pris, la vertu du projet, c'est le confort qu'il y aura à pratiquer ce quartier à pied. Donc bon, ça après c'est vrai qu'on tombe toujours sur des cas comme ça, mais vraiment en toute logique, ça peut pas être une pratique dominante. Sur l'accès en tant que tel, on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur une parcelle qui est très contrainte, qui doit accueillir un programme mixte très dense et qui a une géométrie assez simple, hein, presque carrée, et en même temps assez complexe parce qu'il faut faire entrer beaucoup de choses et qu'il n'y a pas tant de largeur que ça. Donc la question c'est à quel endroit on positionne un accès pour des véhicules de roues ou 4 roues qui permettent d'éviter le fait de faire entrer trop en avant les véhicules dans le quartier et où en même temps on ne vient pas venir on va dire affliger un bâtiment qui est quand même une façade importante dans l'entrée principale du quartier, d'une rampe d'accès qui viendrait en plein milieu, par exemple, du bâtiment. Donc, on a étudié différentes solutions. Cette solution d'implantation, donc qui soit plutôt au nord de la parcelle, était la plus viable en termes de fonctionnement. Et elle permet aussi de dégager plus de surface en sous-sol, notamment sur les sujets de stationnement. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un parti pris. Pourquoi il n'y a pas plus d'espace de stationnement ? Là, je ne peux pas répondre à la place de l'aménageur. Par contre, je peux vous donner mon point de vue d'acteur immobilier. Il y a beaucoup de parkings parisiens de plus de 2 niveaux souterrains qui sont vacants et où aujourd'hui vraiment les gestionnaires ne savent pas quoi faire des niveaux de sous-sol, on va dire les plus enfoncés. Réglementairement, sur ces types de surfaces-là, on peut quasiment plus rien faire. C'est-à-dire qu'en termes de contraintes de sécurité incendie notamment, la réglementation est très très contraignante et donc c'est des surfaces où ça devient des délaissés. Et par exemple des offres comme celles qu'on développe sur le micro-stockage sont quand même, il faut avoir beaucoup d'agilité pour pouvoir les développer sur ce type de surface, mais ce qu'on voit bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Donc moi je reste prudente sur la question des infrastructures ou d'aller creuser trop en profondeur pour aménager des parkings sur des sujets en plus sur des besoins de mobilité. Encore une fois, on parle à 4 ans. Donc même si le Covid a eu un impact, c'est difficile encore aujourd'hui de savoir quelles seront les perspectives dans 4 ans. Donc c'est un sujet où nous on dialogue en tout cas avec les parties prenantes, mais qu'il faut regarder avec prudence et avec un peu de recul à mon sens. Merci. Merci beaucoup Juliette pour ces précisions. Alors il y avait encore 2 questions. Je vois que le temps passe. Donc il y avait la question le passage sous l'immeuble Robin et Oratoire, et il y avait une précision que Paris Métropole voulait apporter sur la question de la chapelle. Du coup je vais repasser la parole à Delphine qui nous donne la précision sur la chapelle et qui enchaîne sur la réponse pour les passages. Delphine. Merci. Oui, donc pour la chapelle, juste pour préciser, parce que c'est vrai que ma réponse était un peu courte tout à l'heure, donc préciser qu'elle est bien rénovée sur sa partie extérieure. Forcément, toute la façade va être rénovée dans les mêmes modalités que le reste du bâtiment oratoire pour garder une cohérence d'ensemble. Et puis ensuite, du coup, nous, on en reste propriétaire dans le cadre de la ZAC, puis on la rétrocédera à la ville
qui va poursuivre son usage par la suite. Et donc pour les Porsche, donc si on parle des Porsche qui existent aujourd'hui, qui mènent à la cour Robin, donc dans le futur ça fera partie de l'espace public en fait. L'espace sera public sous les 2 Porsche et dans la cour Robin. Donc ces espaces ils seront gérés par la ville de Paris. Donc après les sujets que vous avez évoqués sont en cours d'étude par les services, mais a priori avec l'animation qu'on attend autour avec les commerces, etc. Voilà, on n'a pas trop d'inquiétude sur ce sujet-là, mais en tout cas, ce sera un espace géré par la ville de Paris. Et sur les passages privés, peut-être que l'équipe peut donner quelques précisions. Tout à fait. Victor, Oui. En fait, sur les passages privés, donc c'est quelque chose qu'on a travaillé avec CDC Habitat, qui va être le gestionnaire notamment des logements intermédiaires et qui est complètement partie prenante du projet et en phase avec nous. L'idée, c'est qu'il puisse être ouvert pendant la journée et à partir le soir, à partir d'un horaire qu'il faudra définir ultérieurement, et notamment en discussion avec les futurs résidents, qui puisse être fermé pour pas que n'importe qui puisse se balader la nuit. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de conserver en journée au maximum ce principe d'ouverture qui fait la qualité actuelle des grands voisins. Très bien. Alors, on a fini le premier wagon de questions. On va entamer le second. Il y avait 2 questions en plus qu'on a eu par écrit ou par téléphone par Muriel. Il y avait la question de savoir si un logement d'artiste est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et il y avait une autre question de Doria sur les communautés du projet culturel. Des demandes de précision sur cet aspect-là. Oui, moi je peux répondre là-dessus. Les logements d'artistes, l'avantage c'est qu'on a différentes typologies et ils seront disséminés dans le bâtiment. Donc en fait, tous ne vont pas être accessibles, mais il y en a qui sont en rez-de-chaussée et qui seront accessibles justement pour que faciliter justement l'accès à ces logements. Très bien. Et alors, il y avait la question des communautés pour le projet culturel. Peut-être que Marine, vous pouvez donner des précisions ? Oui, bien sûr. Bonjour Doria. Alors, je serais ravie de répondre à vos questions. Est-ce que vous pouvez juste me préciser ce que vous entendez par communauté ? Comme ça, je vous ferai une réponse vraiment très précise. D'accord, merci. Donc, en fait, tout à l'heure, vous parliez de fédérer les communautés avec les différents acteurs, l'Agora, Emmaüs, RFF, Make Sense. Maintenant, moi, je voulais savoir qui fera le lien. Est-ce qu'il y a une gouvernance parmi ces acteurs ou est-ce qu'ils fédèrent et mutualisent simplement des espaces ou est-ce qu'il y a un vrai lien qui les relie entre eux parce qu'effectivement, il y a quand même une dimension, on va dire, avec des valeurs et des principes qu'ils partagent, mais ils ont quand même des visions stratégiques qui sont différentes. Mais savoir s'il y a quand même un axe qui est partagé par tous et qui s'assurera, en fait, que cet axe perdure le plus longtemps possible. Voilà. Oui, merci pour cette question. Effectivement, c'est une très bonne question. Merci Doria. Effectivement, c'est très juste, c'est-à-dire que le principe de la collective, c'est de fédérer des communautés, des acteurs qui ont, comme vous le dites, à juste titre, différentes ambitions, différentes activités. La collective, c'est véritablement ça, c'est créer une unité au sens où il y a évidemment des richesses et des actions très différentes. Donc c'est pour cela qu'on va se structurer ensemble, grâce notamment à la foncière solidaire. Et d'un point de vue de gouvernance, en effet, il y aura un représentant de chacune de ces structures qui permettra de porter la voix de chacune d'entre elles pour que justement nous puissions garder l'unité de chacun. Bien entendu, la stratégie de communication de chacune des entités, mais fédérée autour de l'image et de la charte de la collective. Donc ça, c'est un exercice très intéressant qu'on est déjà en train de mettre en place. Il passe par 2 points, si je puis dire. Effectivement, la rédaction d'une charte juridique qui fait que chacun doit respecter les talents et les savoir-faire de tous. En même temps, respecter cet engagement
accessible à tous et de la solidarité. Et il passe aussi par une identité de communication à penser tous ensemble. Et donc pour cela, on est très heureux, et je peux d'ailleurs vous l'annoncer un peu en avant-première, d'être accompagné par la plus grande agence de communication et publicité française qui s'appelle qui est notre partenaire depuis maintenant 3 ans et qui s'engage, je vous le disais tout à l'heure, Thanks for Nothing, c'est aussi une communauté de mécènes et de soutien. Eh bien, BETC continue son engagement à nos côtés pour la collective et ils sont justement en train de définir toute une identité qui viendra harmoniser l'ensemble de ces partenaires. Donc c'est comme ça, en effet, que nous allons fonctionner. Et enfin, dernier point sur la fédération des communautés. Thanks for Nothing, c'est un réseau aujourd'hui d'acteurs et de professionnels du monde de l'art, mais c'est aussi un réseau d'associations. Emmaüs, c'est un réseau immense de partenaires associatifs et de très nombreux bénévoles. Et puisqu'on parlait de l'impact du Covid et de la crise sanitaire, eh bien Emmaüs a aussi récemment lancé une grande campagne de mobilisation. Donc c'est aussi tous ces acteurs qui seront mobilisés à leur côté. Le Refugee Festival, c'est aussi des restaurateurs impliqués à leur côté. Et donc en agrégeant ces communautés qui parfois ne se connaissent pas forcément ou ne dialoguent pas au quotidien, eh bien nous, notre ambition, c'est qu'elles dialoguent au quotidien et qu'elles amènent un public très nombreux, évidemment, dans les espaces de la collective. Je vous propose qu'on termine sur les deux questions qui restent. La première, est-il prévu une priorité pour les artistes 14e? Et la seconde, qui est suite au Covid, avez-vous une idée du retard des travaux sur l'ensemble du site? Je vous propose 2 réponses courtes. La première peut-être pour Marine sur la priorité pour les artistes 14e, de manière courte, et puis je passe pour finir la parole à Paris et Métropole sur l'éventuel retard, peut-être qu'il n'y en aura pas, des travaux suite au Covid. Marine. Oui, alors pour la du 14e arrondissement, je sais qu'aujourd'hui, bien entendu, beaucoup d'artistes sont en résidence au Grand Voisin. Et bien, dans le projet de la collective, nous accueillerons en fait tous les projets sur la base de ce que je vous décrivais, c'est-à-dire la réponse à un engagement social, environnemental. Et finalement, le critère de sélection, ce sera cela avant tout. Et donc, bien sûr qu'on intégrera des artistes de l'arrondissement, des artistes parisiens, jeunes ou moins jeunes, mais aussi des artistes nationaux, européens, internationaux. Mais je dirais que la colonne vertébrale de notre sélection, ce sera la capacité à répondre à ces enjeux qui, à mon sens et à notre sens, sont encore plus d'actualité à la suite de la crise que nous traversons. Alors, merci Marine. Sur la dernière question, Delphine, évidemment, il n'y aura aucun retard. Non, alors effectivement, il y a eu quelques impacts sur la phase études parce que, comme je disais tout à l'heure en tout début, les ateliers de coordination ont été un peu mis à mal avec cette situation. Donc, il y a un petit décalage forcément sur les études et donc sur après les travaux et la livraison. Donc, a priori, c'est encore en cours d'affinage, mais on serait sur pour l'ensemble des lots de la ZAC, du coup, entre début 2024 et l'été 2024 aujourd'hui. Mais voilà, encore une fois, c'est à affiner. À affiner, d'accord, ok. Eh ben, merci à tous en tout cas de vous être connectés, d'avoir bravé la technologie. Merci aux équipes de vous être mobilisées pour vos présentations. Merci à Muriel qui se connecte depuis son téléphone aussi. Ça a été un peu compliqué, mais j'espère que vous avez pu suivre. Un grand merci à